Chers collègues, bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Talk de Jeune Afrique. Les stars du Talk, c'est vous. Oui, je m'adresse à vous qui êtes dans la salle. Aline de la régie, Mariem, journaliste basée à Dakar, qui a fait le déplacement pour l'occasion, mais aussi Loubna de l'équipe produit Oui, tu es une star ce soir. Marc également du studio, Monique de la Conta et bien évidemment notre Dione nationale. Vous brillez tous tels des étoiles dans la constellation de Jeune Afrique. Pendant une vingtaine de minutes, un certain nombre d'entre vous vont se succéder ici, à mes côtés, pour évoquer quelques temps forts qui ont marqué l'actualité de notre groupe. Nous parlerons du coup de maître de la rédaction politique et sa couverture virtuose des coups d'État au Niger et au Gabon. Comment les commerciaux d'élite de la régie d'IFCOM conquièrent-ils de nouveaux marchés et contribuent, accessoirement, à financer ce superbe restaurant et le champagne qui coule à flot? Hein, Stan et Frédéric, il est bon le champagne? Je vous vois. On parlera également de l'Africa CEO Forum qui a battu en juin dernier de nouveaux records. Mais quels sont les défis relevés par les architectes de son succès? Vous l'avez compris, un programme haut en couleur avec des surprises, de l'émotion, bref, de la grande télévision signée Jeune Afrique Media Group. Installez-vous confortablement et aidez-moi à accueillir nos premiers invités. Je n'arrive pas à le croire. Notre premier invité a une page Wikipédia, regardez, ainsi qu'une notice bio dans le Who's Who. Il a couvert les plus grands événements africains des 40 dernières années, écrit des livres, sillonné le continent. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour accueillir François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Bonsoir François. Bonsoir Régis. C'est un plaisir de te recevoir. Je vois que tu n'es pas venu seul. Présente-nous cette personne, s'il te plaît. Jeanne Le Bihan. Alors Jeanne Le Bihan, qui nous a rejoint il y a maintenant combien de temps? 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. C'est-à-dire que tu as devant toi, Régis, le doyen de la rédaction et la cadette de la même rédaction, en âge en tout cas. Voilà, tu as donc tout le spectre devant toi. Bonsoir Jeanne, Bonsoir. et sois la bienvenue parmi nous. Merci. Cette première séquence s'intitule « Le fol été de la rédaction, coup d'État au Niger et au Gabon ». Le titre est-il bien choisi, François? Oui, c'est l'été. Coup d'État au Niger le 26 juillet, coup d'État au Gabon le 30 juillet. D'ailleurs, c'était 2 mercredis. À croire que le mercredi est un jour favorable pour les coups d'État. Folle, oui, ça a suscité une évidente passion au sein de la rédaction. D'ailleurs, je dois dire que, bon, c'est une période de congé. On a une certaine habitude des coups d'État au mois d'août. Le précédent, d'ailleurs, avant ces trois-là, c'était, avant ces deux-là, c'était au Mali, avec le renversement d'Ibeka, c'est au mois d'août également. Plein mois d'août 2020. On a eu aussi, d'ailleurs, il faut qu'on s'y prépare, des coups d'État du 31 décembre. On en a eu un en Centrafrique, au Ghana. On a eu un coup d'État la veille de Noël. C'était le cas en Côte d'Ivoire, le coup d'État du général Gueye. Donc, bon, on essaie de rôder à ces périodes-là. Période de congé. Ce qu'il faut dire, c'est que les journalistes se mobilisent à ce moment-là, congé ou pas congé. On l'a vu là, lors de ces 2 coups d'État. Ceux qui étaient à la rédaction et ceux qui étaient en vacances, ce sont également, tout le monde était sur le pont, y compris à distance. Et donc, on est journalistes, on l'est pas, Régis. Absolument. Alors justement, peux-tu nous expliquer la manière dont la rédaction politique a couvert ces renversements de pouvoir? Alors, premier cas, ce qui est le cas du Niger. Donc, c'est le 26 juillet. Il y a une caractéristique commune à ces coups d'État, c'est que ça se passe très tôt le matin. Bon, en général, quand tout le monde dort. Donc là, au Niger, ça commence vers 4 heures du matin. À 4 heures du matin, les réseaux sociaux commencent à s'agiter. La situation est extrêmement confuse, les informations très parcellaires. Je crois que c'est Manon Laplace qui, la première, nous alerte en disant « Attention, il se passe quelque chose ». Les réseaux sociaux frémissent, s'agitent, etc. Aussitôt, les journalistes qui sont disponibles à ce moment-là, on est le 26 juillet, c'est une période de congé quand même, qui sont rue d'Auteuil à la rédaction. Je crois qu'il y avait là Benjamin Roger, il y avait là Justine Spiegel, il y avait Manon bien sûr, à distance Mathieu Olivier qui était en vacances mais qui s'est évidemment immédiatement connecté, et Anne Capes-Granger, la rédactrice en chef. Tout le monde se mobilise, on crée un groupe WhatsApp
dans lesquels on échange. On l'intitule Coup d'État Niger, et on commence à échanger sur ce groupe WhatsApp. La situation est un peu compliquée. Assez vite, on perçoit qui est à l'origine de ce coup d'État. C'est la garde présidentielle. On identifie le leader, qui est le général Abdourahmane Tiani, mais la situation continue à être difficile. On ne comprend pas très bien ce qui se passe, et on saura d'ailleurs plus tard que pendant toute cette journée du 26 juillet, le sort a failli basculer d'un côté de l'autre. C'était très, très incertain, et ce n'est d'ailleurs que tard le soir que la junte apparaîtra à la télévision. Entre-temps, nous, on prend des nouvelles du président Bazoum, qui était à l'époque encerclé dans sa résidence avec sa femme et son fils. 4 mois plus tard, d'ailleurs, au moment où nous parlons, il l'est toujours. Il est toujours exactement au même endroit et dans la même situation. On s'informe, il nous dit qu'il va tenir. Bon. On s'informe auprès de quelques chefs d'État de la région. On joint Alassane Ouattara, Macky Sall, Embalo Sissoko. On leur demande ce qui se passe, ils nous donnent les informations qu'ils ont, ainsi que leur conversation avec Bazoum. Et puis, on se met tous au travail. Ce soir-là, la rédaction va veiller très tard, jusqu'à 22h30 à peu près, 22h30, 23h. Elle va produire une demi-douzaine d'articles. C'est le début d'une longue série. On est loin de se douter, Régis, qu'un mois après, c'est rebelote, cette fois-ci du côté de Libreville, avant l'aube encore une fois. Et c'est Jeanne Le Bihan qui, la première, nous informe de ce qui se passe. Alors justement, Jeanne, raconte-nous la manière dont tu as couvert le coup d'État au Gabon et les enseignements que tu tires de ce baptême du feu journalistique. C'est vraiment un baptême du feu puisque je couvrais le Gabon que depuis le mois d'avril. J'étais déjà allée une fois à Libreville et je devais normalement y être pendant la période électorale. Mais refus d'accréditation et j'ai dû rentrer, prendre l'avion depuis l'aéroport de Libreville jusqu'à Paris, avion retour, le même qu'à l'aller. Et donc c'était dans mon lit en pyjama à Paris et pas du tout à Libreville que j'ai suivi d'abord les résultats des élections à 4h30 du matin. J'ai décidé d'être assidue. C'est pas longtemps que je suis là, alors il fallait être réveillée. Et j'ai juste eu le temps d'écrire finalement un papier sur les résultats, qu'on m'envoyait des vidéos de militaires à la télévision. J'ai eu la chance de pouvoir partir à Libreville quelques jours plus tard, dès la réouverture des frontières. Et c'était vraiment une expérience unique, une chance de pouvoir vivre ça en tant que jeune journaliste, de pouvoir me spécialiser aussi vite sur un pays et de comprendre un changement, un bouleversement aussi historique qu'un changement de régime qui était en place depuis 50 ans. Donc j'ai pu me rendre à Libreville et je pense que les défis majeurs à réaliser finalement, c'était de ne pas s'éparpiller. On a envie de tout faire, on est dans l'enthousiasme et dans l'adrénaline d'être sur place et finalement de pouvoir gérer son temps, avoir ses interlocuteurs et surtout ne pas oublier de croiser les sources, même si l'information fourmille. Vraiment impressionnant, Jeanne, François. Elles sont bien tirées, elles sont bien sorties. Ah non, ça serait bien sorti. Moi, je crois que tu as écrit un article sur le résultat des élections, oui, qui en fait n'est jamais paru. Jamais. Voilà, qui n'est jamais paru. Donc voilà, parce qu'elle a dû écrire son article vers 4h, 4h30 le matin. À peine s'est-elle endormie qu'on la réveille, tentative de coup d'État. Donc effectivement, le papier est complètement obsolète. J'ai essayé de réveiller mes chefs, mais ils dormaient. Voilà. Ah, donc elle travaille et vous dormez, donc c'est ça un peu. Hein. C'était un peu ça. Le premier article, ce jour-là, paraît à 7h du matin. Sur le site de Jeune Afrique. Le dernier a dû paraître à 22h, 22h30. Entre-temps, on a été tous scotchés. On a tous regardé, par exemple, on a très vite identifié là aussi le corps d'origine et celui qui dirigeait le putsch, le général Oligui Nguema. On a tous été scotchés en voyant cette vidéo absolument hallucinante du président Ali Bongo où il demande de l'aide en anglais avec ce cultissime « make noise, make noise ». Et tout de suite après, je crois, Marwan joint Ali Bongo au téléphone et Ali lui confirme, enfin il nous confirme à Marwan que Ali est perdu dans tous les sens du terme. Et donc on avait été tard aussi ce soir-là et on a, je pense, couvert, je ne vais pas hésiter à le dire, mieux que d'autres. Jeanne, vraiment un talent très prometteur, j'ai l'impression. Tu as rejoint la rédaction de Jeune Afrique il n'y a pas longtemps. Quelles sont tes premières impressions sur ton poste et ton intégration au sein du groupe ? Finalement, je suis arrivée là pour mon stage de fin d'études et je suis pas repartie pour le moment. J'ai commencé par travailler sur le Maroc principalement, dans la section politique Maghreb-Moyen-Orient. Et finalement, là, je me retrouve sur l'Afrique centrale, qui est une région que je connaissais pas du tout. Je pense que c'est difficile au départ d'arriver à Jeune Afrique parce qu'on est à la rédaction avec des journalistes qui sont à la fois très compétents, avec des fortes personnalités et très spécialisés, chacun sur leur pays.
Je pense que là, finalement, je commence à trouver ma place en face d'un poteau, dos à tout le monde au fond de l'open space, mais je commence à trouver ma place. Et ce qui est vraiment extrêmement à la fois enrichissant et ce qui rend l'expérience aussi formidable finalement de travailler dans cette rédaction, c'est que ce soit les journalistes, les managers, les éditeurs, tout le monde est extrêmement spécialisé, extrêmement compétent, et c'est possible d'aller à n'importe quel poste, à n'importe quel moment de la journée, de s'adresser à un collègue pour pouvoir lui demander des informations de contexte historique sur un pays, une question de grammaire, peu importe, et on trouve toujours quelqu'un pour nous écouter et répondre à nos questions. Mais écoute, en t'écoutant, Jeanne, je ne suis pas surpris qu'on t'ait confié une telle mission. Je pense qu'on est plusieurs à entrevoir pour toi une belle carrière, et de toute façon tu as très bonne école. François, revenons sur les coups d'État. Que disent ces coups d'État sur les aspirations démocratiques sur le continent ? Il y a une régression de la liberté d'expression sur le continent, particulièrement au Sahel, qui est devenu une zone de non-information, où les journalistes sont pris entre l'enclume des groupes djihadistes et le marteau des juntes au pouvoir. Et symptôme de cette régression, il n'y a pas que dans la zone sahélienne, le sort de notre collaborateur Stanis Boujakera. Stanis, qui est maintenant en prison depuis plus de 3 mois à Kinshasa. Alors, Jeune Afrique a connu... Sa photo, hein, n'est-ce pas, apparaît. Oui. Et la campagne Free Stanis, avec laquelle nous collaborons activement. On a connu dans l'histoire de Jeune Afrique 2 journalistes qui ont été condamnés à mort par contumace dans leur pays. Hamid Barada au Maroc et Sirajou Diallo en Guinée. On a connu des journalistes harcelés, suivis, gardés à vue, parfois expulsés. Le dernier en date, c'est Benjamin Roger qui a été expulsé de Bamako au Mali, c'était au début de 2022. Mais on n'a jamais connu un journaliste incarcéré en prison comme les Stanis depuis maintenant plus de 3 mois. Ça veut dire, Régis, que notre mantra à Jeune Afrique, qui est le devoir d'informer, la liberté d'écrire, c'est un recommencement perpétuel. Merci à tous les deux, vraiment, pour ce savoir presque livresque, j'ai envie de dire. C'était vraiment passionnant. François, donc Jeanne, vous l'avez entendu, nous ont fait un très bel éclairage. Merci pour le travail que vous faites à la rédaction pour nous informer. François, tu l'as dit, le prix à payer est parfois très lourd pour nos confrères, tels que Stanis. Marwan Benyamed, notre directeur de la publication, va nous en dire plus. Marwan, tu es là ? Ok, ne bouge pas, j'arrive.